Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide suivante, la Gazette des communes, ce sont plus de 150 formations en management public, en ressources humaines, en gestion et finances locales, en marketing, en marché public, en action sociale également. Et puis, c'est aussi une plateforme Élu Académie qui est destinée à la formation des élus locaux, une plateforme de e-learning pour que les élus puissent se former tout au long de leur mandat, quand ils veulent, où ils veulent, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, je vous invite à aller la découvrir sur notre site. Donc, nous sommes réunis ce matin pour rappeler les étapes de l'organisation des élections professionnelles qui auront donc lieu en décembre prochain. Et pour cela, nous sommes en compagnie du cabinet Adaltis, qui est un cabinet spécialisé en droit public, qui est basé à la fois à Lyon, mais aussi à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à Rennes et même en Chine, puisqu'ils ont des bureaux à Pékin et à Shanghai. Et donc, nous recevons Jennifer Riffard et Simon Ray, tous les deux avocats dans ce même cabinet Adaltis. Donc, ils animent à nos côtés la formation Organiser les élections professionnelles que vous voyez à l'écran, dont nous avons déjà déroulé pas mal de sessions en ce début d'année. La formation a rencontré un grand succès et donc pour vous avertir que la prochaine et dernière session pour les retardataires se tiendra le 5 septembre prochain en classe virtuelle. Donc surtout, n'hésitez pas à vous y inscrire le 5 septembre prochain. Tout au long de l'intervention, vous pouvez poser vos questions via le petit module de questions que vous devez avoir à droite de votre écran et je les relayerai à Maître Ray et à Maître Riffard en fin d'exposé. Voilà, je vais donc leur laisser la parole. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Bonjour à tous, merci pour votre participation. Donc, je me présente, donc Simon Ray, avocat associé au sein du cabinet Adaltis. Moi, j'interviens sur les problématiques de droit institutionnel au sein du cabinet et je suis assisté avec de Jennifer Riffard, qui est notre spécialiste au sein du cabinet sur toutes les problématiques en matière de fonction publique et de ressources humaines, des problématiques des collectivités en la matière. Donc aujourd'hui, l'objet, vous verrez par rapport au temps qui nous est imparti, ce n'est pas de refaire la formation pour laquelle on intervient sur une journée complète où on vous décrit l'ensemble du détail et l'ensemble des arcanes et des problématiques relatives à l'organisation de ces élections professionnelles, mais c'est de vous faire un petit focus sur ce qui nous paraît essentiel, commencer à répondre un petit peu à vos questions et à voir si vous avez un besoin plus important, on ne pourra que vous conseiller de vous inscrire à la prochaine formation pour avoir vraiment le détail précis. Donc, notre intervention va être en deux temps. Un premier temps où on va vous faire peut-être un petit rappel sur les instances paritaires concernées, principalement la CAP et l'anciennement comité technique qui devient le comité social territorial, CST, et on évoquera le calendrier des différentes opérations électorales qui interviendront, et donc en gros les grandes étapes à ne pas manquer. Voilà, étant précisé qu'on reste sur des choses assez génériques et n'hésitez pas à poser vos questions selon le contenu, on y répondra ou on ne pourra que vous conseiller de vous inscrire à la dernière session de formation. Donc, tout d'abord, sur les instances concernées par ces élections. Donc, tout d'abord, premier type d'instance, c'est les CAP et les CCP. Les CAP qui concernent les fonctionnaires et les CCP qui concernent les agents contractuels. Donc, ces instances paritaires sont obligatoires pour les collectivités affiliées au centre de gestion, les communes et les EPCI employant au moins 350 fonctionnaires, employant moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. Et donc là, elles sont affiliées, ces collectivités-là, au centre de gestion et c'est la CAP et le CCP du centre de gestion qui intervient pour le compte de ces collectivités. Ce n'est seulement pour les collectivités qui dépassent ce seuil de 350 fonctionnaires
titulaires et stagiaires à temps complet pour lesquels on a l'obligation de constituer sa propre CAP ou son propre CCP dans ce cadre-là. À noter aussi là-dessus, Jennifer, hein, la petite précision d'évolution à compter de ces évolutions sur les sous-groupes hiérarchiques au sein des CAP qui sont supprimés, peut-être en 2 mots. Oui, simplement, effectivement, on a toujours les CAP de catégorie A, B et C, ça, il n'y a pas d'évolution à ce titre-là. Simplement, avant, dans chaque CAP, chaque catégorie, on avait des sous-groupes hiérarchiques donc les représentants du personnel qui devaient être élus au CAP devaient appartenir à ces différents sous-groupes hiérarchiques. On avait au sein des catégories ABC encore une sous-division en fonction des cadres d'emploi des agents, de leur grade, etc. Et aujourd'hui, du coup, cette catégorie-là, cette sous-catégorie-là a disparu à compter des prochaines élections. On n'a plus ces sous-groupes hiérarchiques-là qui doivent être représentés au sein des CAP. Donc, ça simplifie un peu, effectivement, aussi bien au niveau de l'élection qu'ensuite au niveau du fonctionnement de la CAP, ça simplifie un petit peu les choses. Donc, voilà les premières instances, les CAP et les CCP. Deuxième type d'instance, c'est le CST ou Comité social territorial et le CST en formation spécialisée qui remplace le comité technique et le CHSCT. Puisque, comme vous le savez, hein, je pense commencer à le savoir en la matière, à compter des prochaines élections, on ne parlera plus de comité technique, mais de comité social territorial, et la formation spécialisée du comité social territorial va remplacer le CHSCT selon les modalités qu'on va vous exposer maintenant. Tout d'abord, premier point de départ, le CST est obligatoirement créé au sein de chaque collectivité ou établissement qui emploie de plus de 50 agents, qui, eux, doivent créer leur CST. Pour les collectivités qui emploient moins de 50 agents, c'est comme pour la CAP, on est rattaché au CST du centre de gestion auprès duquel vous êtes affiliés. Donc ça, c'est pour le CST en fonction de plus ou moins 50 agents, soit son propre CST, soit affilié à celui du centre de gestion. Pour la formation spécialisée du CST qui reprend les compétences du CHSCT, cette formation spécialisée est obligatoirement créée au sein des CST des collectivités qui emploient au moins 200 agents, ainsi que pour les SDIS et les STIS sans condition d'effectif. Donc, vous êtes une collectivité qui emploie plus de 200 agents, vous devez créer votre CST et en plus, un CST avec une formation spécialisée qui fera office de CHSCT, qui reprendra en tout cas les fonctions de CHSCT. Pour les collectivités qui emploient moins de 200 agents, et lorsqu'on a des risques professionnels particuliers qui les justifient, on peut également volontairement créer une formation spécialisée au sein du CST qui fera office de ces missions-là. Et également, rien n'empêche qu'en dessous de ce seuil et en dessous de ce seuil de 200 agents, si on n'a pas ces risques professionnels particuliers qui les justifient et que l'on a moins de 200 agents, c'est le CST qui fera office de CHSCT sans formation spécialisée créée. Donc voilà un petit peu le panorama d'évolution des 2 grandes instances concernées par cette réforme. Et donc maintenant, je laisse la parole à Jennifer pour vous préciser les différentes étapes et les différents échéanciers à retenir pour la mise en œuvre des élections au sein de ces instances. Alors ici, on va essayer d'exposer un peu chronologiquement les différentes étapes d'organisation des opérations électorales. Donc, vous allez voir qu'il y a des dates qui sont déjà passées. Donc, logiquement, il y a des étapes qui ont déjà dû être franchies et des actions qui ont déjà dû être mises en œuvre par vous en vue de ces élections de décembre. Donc, on va commencer par la première date, c'est la date du 1er janvier. Alors, ce n'est pas une date à laquelle il y avait une action à effectuer, c'est une date de référence. C'est une date qui est prise comme référence pour apprécier les effectifs, donc à différents titres.
Premièrement, on vient de dire à l'instant que le CST devait être créé dans les collectivités qui ont plus de 50 agents. Eh bien, le texte nous dit que pour apprécier le franchissement du seuil de 50 agents, on se place au 1er janvier de la date de l'année des élections. Donc ici, il faut se placer au 1er janvier 2022, effectivement, pour savoir si on franchit ou non le seuil de 50 agents et du coup pour savoir si on doit créer un CST en vue des élections. Le 1er janvier 2022, en termes d'effectifs, il est aussi pris en compte, cette date est aussi prise en compte comme date de référence pour apprécier deux aspects. Premier point, l'effectif des agents pour déterminer le nombre de candidats qu'on va devoir élire. On verra juste après, c'est un peu différent selon les instances. Pour tout ce qui est CAP et CCP, on n'a pas de marge de manœuvre. Donc effectivement, on regarde au 1er janvier quels sont nos effectifs et en fonction de nos effectifs, on regarde les textes, les décrets et on sait du coup le nombre d'agents, de candidats qui vont devoir être élus au sein de ces instances-là, le nombre de représentants du personnel qu'on va avoir au sein des instances CAP et CCP, en se plaçant au 1er janvier 2022. Et puis pour les CST et par voie de conséquence le CST formation spécialisée, on a des textes qui nous fixent en fonction des différentes fourchettes d'effectifs le nombre de sièges qu'on peut avoir au sein de ces instances et on doit délibérer pour fixer le nombre de représentants qu'on va devoir élire, mais toujours en se plaçant au 1er janvier 2022. Donc c'est-à-dire que, par exemple mon CST, je regarde au 1er janvier 2022 l'ensemble des agents qui remplissent, enfin l'ensemble des agents qui relèvent du CST. On regarde mes effectifs au 1er janvier 2022 et ça me permet ensuite, quand je dois délibérer, de savoir quel nombre de sièges je peux, le nombre de sièges que je peux fixer comme étant le nombre de représentants du personnel que j'aurai à élire dans le cadre de mes élections pour représenter les agents au sein du CST. Donc, on se fixe toujours par rapport au 1er janvier 2022 pour savoir du coup le nombre de candidats qui devront être élus. Et puis, dernier point, on a aussi un élément important, c'est la part respective d'hommes et de femmes. Et ça, c'est un élément qui doit être pris en compte par les organisations syndicales quand elles font leur liste de candidats. Les listes de candidats doivent respecter proportionnellement la part respective d'hommes et de femmes qu'on a au sein des différentes, qu'on a dans les collèges d'agents qui sont représentés aux différentes instances. Et donc, effectivement, par principe, on se place aussi au 1er janvier, on fait une photographie de nos effectifs au 1er janvier 2022 pour voir quelle est la part respective d'hommes et de femmes qui sont représentés au sein de la CAP, au sein de la CCP et au sein du CST. Ces éléments-là doivent être pris en compte par les organisations syndicales ensuite quand elles présentent leur liste de candidats. Donc, le principe, c'est que c'est au 1er janvier qu'on apprécie la part respective d'hommes et de femmes. Il y a une dérogation. Les textes nous disent qu'effectivement, quand on a une variation sur les 6 premiers mois de l'année, donc entre janvier et juin, si vous avez eu au sein de vos collectivités une variation de 20% de vos effectifs, alors le texte nous dit notamment parce que vous avez repris des compétences, il y a eu un transfert de compétences, ou il y a eu un recrutement massif de personnel qui a eu un impact sur voilà, une variation de moins 20% des effectifs représentés aux différentes instances. Et bien dans ce cas-là, on ne prend pas en compte la date du 1er janvier 2022 comme date de référence pour apprécier la part respective d'hommes et de femmes, mais on se place 4 mois avant le scrutin, donc ici au 8 août 2022. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que par principe, votre date de référence, c'est le 1er janvier 2022 pour tous ces sujets-là. Pour la part respective d'hommes et de femmes, il peut y avoir une différence. Ça peut être une autre date que le 1er janvier 2022, donc le 8 août 2022, s'il y a une variation de 20% de vos effectifs sur les 6 premiers mois de l'année. Donc ça, c'était la première date à retenir, qui est une date de référence, pas une date à laquelle je dois faire une action, mais la date que je dois prendre en compte pour apprécier ces différents effectifs. Ensuite, la deuxième date qu'on a retenue, c'est la date du 15 janvier 2022. Donc ici, c'est une date qui intéresse les collectivités qui ont des instances qui sont gérées par le centre de gestion, donc que ce soit la CAP parce que vous êtes affilié au centre de gestion, vous êtes en dessous de 350 et du coup c'est le centre de gestion qui gère votre CAP et votre CCP, ou que ce soit parce que vous avez moins de 50 agents et du coup le CST c'est le CST du centre de gestion. Dans cette hypothèse-là, au 15 janvier, vous avez dû transmettre au centre de gestion les informations sur vos effectifs. Ça permet ensuite au centre de gestion de compiler toutes les informations de toutes les collectivités qui sont, pour lesquelles elles gèrent les instances et ensuite de savoir effectivement comment doivent être composées ces instances-là. Donc ça, c'était au 15 janvier, l'obligation de transmettre au centre de gestion les informations sur vos effectifs pour toutes les instances qui relèvent du centre de gestion. Alors ensuite, là, on fait un pas en avant, on passe au 8 juin 2022, donc c'était 6 mois avant la date du scrutin. On a deux éléments au 8 juin 2022. Premièrement, pour les CAP et CCP.
Donc, je vous ai dit effectivement que pour les CAP et CCP, on n'a pas de marge de manœuvre sur le nombre de représentants du personnel qu'on va devoir élire à ces instances-là. C'est vraiment les textes qui nous indiquent en fonction des effectifs que vous avez au sein de votre collectivité, combien de représentants du personnel vous allez devoir élire pour constituer les instances. Donc ici, il n'y a pas de décision à prendre. Par contre, ce qu'il faut faire le 8 juin 2022, c'est avoir informé les syndicats des effectifs que vous avez. Donc aussi bien le nombre de fonctionnaires représentés au CAP, aux différentes formations de la CAP, par rapport aux catégories ABC, que les effectifs de contractuels qui sont représentés au sein de la CCP. Vous communiquez aux syndicats ces effectifs-là. Vous communiquez aux syndicats la part respective d'hommes et de femmes qui sont représentés à ces différentes instances. Tous ces éléments-là d'information doivent être transmis normalement du coup au plus tard le 8 juin 2022 aux syndicats. Et les syndicats qui doivent être destinataires de ces informations-là, ce sont tous les syndicats ou toutes les sections syndicales qui vous ont adressé leur statut et qui vous ont donné leur liste de responsables. Ces démarches-là, elles permettent effectivement aux syndicats de se manifester pour du coup informer les collectivités qui souhaitent participer finalement à ces élections en vous adressant leur statut et leur liste de responsables. Et ces informations-là vous permettent du coup de communiquer avec ces syndicats et de transmettre à leurs responsables ces informations-là dans les délais qui vous sont imposés par les textes. Donc ça, c'était pour la CAP et CCP. Je transmets une information au syndicat au plus tard le 8 juin 2022. Pour le CST, c'est une délibération qui doit être adoptée au plus tard le 8 juin 2022 parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est la délibération qui détermine, dans les conditions prévues par les textes, le nombre de représentants du personnel au CST qui vont devoir être élus. Donc ici, on a effectivement le décret qui nous indique pour, par exemple, une strate de, alors j'ai pas les exemples en tête, hein, mais entre 50 et je ne sais plus combien d'agents, vous devez avoir tant de représentants du personnel, entre tant et tant de représentants du personnel. Donc vous avez une petite marge de manœuvre, en général, c'est entre 3 et 5, entre 6 et 8, etc. Et du coup, vous devez délibérer. Donc quand vous êtes dans le cas, par exemple, où au terme du texte, vous devez avoir entre 3 et 5 représentants, vous délibérez pour dire si vous aurez 3, 4 ou 5 représentants du personnel au sein du CST. Donc, cette délibération, elle doit intervenir après une consultation des organisations syndicales. Soit vous avez déjà un CST au sein de votre collectivité et donc vous devez consulter les organisations qui étaient représentées au sein de ce CST. Si c'est la première fois que vous mettez en place un CST, vous devez consulter avant de délibérer les syndicats qui, c'est les mêmes conditions qu'on a vues juste avant, qui vous ont transmis leur statut et qui vous ont transmis la liste de leurs responsables. Donc ces syndicats-là qui se sont manifestés, s'il n'y a pas de CST pour l'instant, vous auriez dû normalement les consulter avant de délibérer pour fixer le nombre de représentants du personnel à élire au sein du CST. Enfin, CST, c'est comité technique actuellement. Il change de dénomination au 31, au décembre, suite aux élections. Voilà, donc ça, c'est le premier objet de cette délibération. Je fixe mon nombre de représentants du personnel et ensuite, je peux éventuellement prévoir dans le cadre de cette délibération que lorsque je vais saisir le CST ou les formations spécialisées du CST, mes représentants, cette fois-ci pas du personnel, mais mes représentants de la collectivité auront voix délibérative. Parce qu'effectivement, alors auparavant, c'était toujours le cas. On avait, lorsqu'on sollicitait l'avis anciennement du comité technique, on devait recueillir l'avis aussi bien des représentants de la collectivité que des représentants du personnel. Suite à une réforme maintenant qui date un petit peu, on n'a plus cette obligation-là. Les représentants du personnel vont forcément émettre un avis, vont avoir voix délibérative, mais les représentants de la collectivité, pour qu'ils aient voix délibérative, il faut qu'une délibération le prévoie. Donc ça peut être cette délibération qui a été prise normalement avant le 8 juin, qui peut prévoir également que le CST, une fois qu'il sera mis en place, devra éventuellement du coup recueillir également l'avis des représentants de la collectivité sur toutes les questions qui sont soumises au CST, ou on peut aussi délibérer pour dire que je devrais recueillir l'avis des représentants de la collectivité uniquement sur telle ou telle question, dans tel ou tel domaine. Ça, c'est vraiment la délibération qui fixe les règles. Et puis cette délibération, le texte vous impose aussi, alors pour les CAP et CCP, on a vu qu'au 8 juin ou plus tard, il faut transmettre les informations sur les effectifs. Ici, immédiatement, on va dire, une fois que la délibération est adoptée, il faut la communiquer aux organisations syndicales pour, du coup, à travers la communication de cette délibération, qu'ils aient les informations sur, du coup, le nombre de représentants du personnel à élire, et en même temps, on les informe, à cette occasion-là, de la part respective d'hommes et de femmes représentés au CST, pour qu'ils puissent ensuite présenter leurs candidats, présenter leur liste de candidats. Donc ça, c'est les étapes à faire au plus tard, normalement, le 8 juin 2022, pour qu'on puisse effectivement avoir une information donnée aux syndicats pour qu'ensuite les opérations électorales se déroulent convenablement.
Alors après, on passe encore un certain nombre une certaine période pour arriver à la prochaine étape qui est chronologiquement à respecter. C'est une date qui est celle du 9 octobre 2022, c'est la publication de la liste électorale. Donc la liste électorale, c'est la liste des agents qui ont la qualité d'électeurs aux différentes instances. C'est une liste qui est établie par l'autorité territoriale. Et 60 jours au moins avant la date du scrutin, ou plus tard le 9 octobre, il faut publier cette liste électorale. La publication de cette liste électorale, ses modalités, elles diffèrent selon que les instances sont mises en place par vous, collectivité, ou qu'elles sont mises en place par le centre de gestion. Donc, quand c'est vous, parce que vous avez plus de 50 agents, que vous mettez en place votre CST, ou parce que vous avez 400 fonctionnaires, par exemple, et que vous avez votre propre CAP, quand c'est vous qui mettez en place ces instances-là, la règle, c'est vous n'avez pas l'obligation d'afficher la liste électorale en tant que telle, mais il faut que dans vos locaux, vous affichiez une note qui informe les agents qu'ils ont la possibilité de consulter la liste électorale. Donc, c'est une information donnée aux agents sur le fait qu'ils peuvent consulter la liste électorale, et dans cette note, on doit leur indiquer à quel endroit ils peuvent consulter la liste électorale. Donc, c'est une note qui doit être affichée dans le locaux administratif sur les emplacements qui sont habituellement utilisés pour communiquer avec les agents sur diverses informations et notamment sur tout ce qui concerne les informations syndicales, par exemple. Voilà, il faut vraiment prendre soin d'afficher cette note dans un espace qui est habituellement, on va dire, consulté par les agents pour qu'on ait une information quand même qui soit effective. Donc, quand c'est vous qui mettez en place vos instances, vous n'affichez pas la liste en tant que telle, mais vous affichez une note qui informe les agents qui peuvent consulter cette liste à tel endroit au sein de la collectivité. À l'inverse, quand c'est des instances qui sont mises en place par le centre de gestion, donc par exemple, vous n'avez que 30 agents dans votre collectivité, donc vous relevez du CST pour le centre du CST du centre de gestion pour vos agents. Ici, vous devez afficher un extrait de la liste qui mentionne les noms des électeurs de votre collectivité. Donc, ce n'est pas une note qui informe les agents qui peuvent consulter la liste électorale, mais c'est un extrait de la liste qui ne mentionne pas tous les électeurs à l'instance, mais qui mentionne uniquement les noms de vos agents qui vont être électeurs de l'instance du CST, par exemple, placée auprès du centre de gestion. Donc là, c'est vraiment la liste la liste des noms de vos agents. Ensuite, ici, donc on a dit qu'au plus tard, le 9 octobre, vous devez afficher les listes électorales. Suite à cette date limite du 9 octobre, vous avez un délai de 10 jours qui va donc jusqu'au 50e jour avant la date du scrutin, donc jusqu'au 19 octobre. C'est un délai de 10 jours dans le cadre duquel les agents qui vont pouvoir venir consulter la liste électorale peuvent ensuite vous présenter des réclamations. Donc, ça peut être un agent qui constate qu'il n'est pas inscrit, qui considère qu'il devrait l'être, qui vous fait une réclamation pour indiquer qu'il veut être inscrit sur la liste électorale, ou à l'inverse, des personnes qui considèrent que des noms sont inscrits à tort et que ces agents-là ne remplissent pas les conditions pour être inscrits sur la liste électorale. Donc, les personnes qui veulent se manifester pour contester du coup le contenu, enfin la liste des noms qui sont apposés sur la liste électorale, ont jusqu'au 19 octobre pour venir informer l'autorité territoriale de leur réclamation. Et en réponse, l'autorité territoriale, elle doit statuer à compter de cette date du 19 octobre dans un délai de 3 jours ouvrés sur ces réclamations, pour indiquer si oui, effectivement, ces réclamations sont fondées. Et du coup, soit j'inscris, soit je supprime un nom de la liste, soit au contraire, je rejette ces réclamations parce que je considère que la réclamation n'est pas justifiée. Donc là, c'était sur les listes électorales. Ensuite, prochaine étape, là, j'ai mis toutes les dates sur la même slide pour être un peu plus, que ce soit un peu plus clair. C'est tout ce qui concerne la liste de candidats. On a vu tout à l'heure que 6 mois avant la date du scrutin, au 8 octobre, il faut avoir fourni aux organisations syndicales tout un tas d'informations pour qu'ils puissent, eux, ensuite présenter des listes de candidats. Donc maintenant, on voit toute la chronologie de présentation de ces listes, de contestation du contenu, etc., comment ça se passe, sans forcément aller trop dans le détail. Mais ici, c'est vraiment l'intérêt, je trouve, de vous donner les dates pour d'une part que voilà, vous en ayez connaissance et puis qu'ensuite vous compreniez qu'il faut, je pense, préparer tout ça en amont parce que du coup, vu les délais très courts qui vous sont laissés à chaque fois pour intervenir, on ne peut pas se contenter d'attendre le 27 octobre pour savoir ce qui se passe et puis prendre des décisions dans l'urgence. Donc, je m'explique un peu plus précisément. Ici, première date, le 27 octobre, donc 6 semaines avant la date du scrutin, c'est la date limite que devront respecter les organisations qui souhaitent déposer des listes de candidats. Donc, c'est la date limite pour que ces organisations se manifestent et vous transmettent leur liste de candidats. En application du texte, il est prévu que, pour être un peu plus clair, quand vous avez, vous, autorité territoriale, cette liste de candidats qui vous est transmise, il y a deux aspects à vérifier. D'une part, la recevabilité de la liste. Ce qu'on appelle la recevabilité, c'est vérifier que les organisations qui ont déposé ces listes remplissent bien les conditions pour déposer une liste.
Là, c'est assez classique, les OS, pour présenter des listes de candidats aux élections, il y a 2 conditions essentielles à remplir, c'est être créé depuis au moins 2 ans, et c'est satisfaire, c'est l'expression classique, hein, satisfaire au respect des valeurs républicaines, d'indépendance, etc. Donc ça, c'est la condition de recevabilité de la liste, premier point. Deuxième point, cette liste, effectivement, elle comprend un certain nombre de candidats. Eh bien, le deuxième élément, c'est de vérifier que cette liste de candidats, enfin les candidats qui sont inscrits sur cette liste sont bien éligibles. Et également que cette liste, elle respecte bien les règles qui sont fixées pour son établissement. Donc ça, on ne va pas aller dans le détail, mais on a parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait un nombre de candidats à élire. Par rapport à ce nombre de candidats à élire, les listes de candidats doivent comporter plus ou moins un certain nombre de candidats. De même, on doit respecter le principe de représentation équilibrée d'hommes et de femmes représentés au sein des différentes instances. Donc les listes de candidats, elles doivent respecter tout un tas de conditions. Donc ici, premier point, la recevabilité de la liste. Donc vérifier que l'OS remplit bien les conditions pour présenter une liste de candidats. Donc au plus tard le 27 octobre, l'OS vous présente sa liste, et bien vous avez seulement un jour pour contester la recevabilité de la liste présentée par l'organisation si vous considérez qu'elle n'est pas, que cette liste n'est pas recevable parce que l'OS ne remplissait pas les conditions des 2 ans, notamment de création. Donc, le lendemain de cette date limite, le 28 octobre, c'est le délai butoir pour informer le délégué de liste de l'irrecevabilité de la liste de candidats. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est important d'échanger en amont avec les OS pour savoir un peu qui entend présenter des listes de candidats. Soit c'est des organisations que vous connaissez déjà parce qu'elles étaient déjà présentes au sein de la collectivité, qu'elles avaient déjà des représentants, par exemple, au sein des différentes instances. À ce moment-là, sur la recevabilité, a priori, il n'y aura pas de difficulté. Par contre, si c'est des OS qui sont nouvellement créés, qui n'étaient pas représentés dans la collectivité auparavant, etc., je vous invite vraiment à échanger avec eux en amont pour pas attendre le 27 octobre de vérifier entre le 27 et le 28 si la liste est bien recevable. Donc ça, c'est le premier point, la recevabilité de la liste. Le deuxième point, sur la question du contenu de la liste et notamment de l'éligibilité des candidats qui sont inscrits sur cette liste. Ici, donc la date limite pour déposer la liste, c'est toujours le 27 octobre, hein, ça ne change pas. Et du coup, vous avez 5 jours jusqu'au 2 novembre ici, pour vérifier éventuellement pour vérifier que chaque candidat qui est inscrit sur la liste est bien éligible. Et c'est la date limite, le 2 novembre, pour informer éventuellement les délégués de liste de l'inéligibilité de certains candidats. Donc là encore, c'est quand même pas mal de pouvoir être informé un peu en amont. Alors, je ne sais pas, tout dépend des contacts que vous avez avec les OS ou pas, mais si vous avez de bonnes relations avec elles, si on peut savoir un peu en amont qui vont être les candidats, ça peut être quand même intéressant. Et si ce n'est pas le cas, il faut vraiment être très diligent entre le 27 octobre et le 2 novembre pour avoir les moyens de vérifier si chaque candidat qui est inscrit sur la liste est bien éligible. Si ce n'est pas le cas, donc le 2 novembre ou plus tard, vous informez les délégués de liste. Et à ce moment-là, les délégués de liste, ils ont jusqu'au 7 novembre pour procéder aux rectifications nécessaires. Par exemple, effectivement, constater qu'un candidat n'est pas éligible et, le cas échéant, le remplacer par un autre candidat. Donc ça, c'est la date limite, le 7 novembre, quand, une fois la liste déposée, vous vous rendez compte qu'un candidat est inéligible, vous informez le délégué de liste et le délégué de liste, il laisse jusqu'au 7 novembre pour modifier la liste. On a un deuxième délai qui permet aux délégués de liste de modifier la liste de candidats et notamment de retirer ou de remplacer un candidat qui est devenu inéligible. C'est le 24 novembre. Mais cette hypothèse-là, elle est seulement applicable quand l'inéligibilité intervient après la date limite de dépôt des listes. Donc, par exemple, ça veut dire que jusqu'au 27 octobre, le candidat qui est inscrit était bien éligible. Entre le 27 octobre et le 24 novembre, il devient inéligible. Eh bien, je peux, sur cette période-là, du coup, modifier ma liste. Si l'éligibilité, elle était avant le 27 octobre, que l'autorité, par exemple, ne s'en est pas aperçue, je ne peux pas modifier ma liste de candidats. Donc ça, c'est important aussi que les OS, quand même, elles vérifient elles aussi les choses et qu'elles fassent correctement. Mais si, par contre, l'éligibilité, elle intervient après le 27 octobre, jusqu'au 24 novembre, je peux modifier ma liste de candidats. Et ça peut être, par exemple, un candidat tout simplement qui quitte la collectivité. Bon, s'il quitte la collectivité entre le 27 octobre et le 24 novembre, normalement, il le savait avant, mais ça peut être un placement, par exemple, dans un congé longue maladie, des choses comme ça, qui rendent le candidat inéligible et qui, du coup, permettent aux délégués de liste de modifier la liste. Ensuite, prochaine date, c'est celle du 8 novembre 2022, donc 30 jours avant la date du scrutin. Ça, c'est la date limite pour afficher la liste des candidats admis à voter par correspondance. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais effectivement, les textes prévoient des hypothèses dans lesquelles les collectivités peuvent admettre certains agents, en tout cas,
à voter par correspondance. C'est par exemple les agents qui travaillent à temps partiel et qui ne travaillent pas le jour du scrutin. Il y a tout un tas d'hypothèses, ou des agents qui sont en congé longue durée, longue maladie, des choses comme ça. Tout un tas de cas dans lesquels les agents qui remplissent certaines conditions peuvent être admis à voter par correspondance. Donc si vous décidez d'admettre des agents à voter par correspondance, il faut retenir qu'il faut prendre cette décision au plus tard le 8 novembre et il faut afficher la liste des agents qui sont admis à voter par correspondance au plus tard le 8 novembre 2022. Donc il faut afficher la liste de ces agents-là et en parallèle, tous ces agents-là, il faut les informer individuellement du fait qu'ils sont inscrits sur la liste des agents admis à voter par correspondance et que du coup, ils ne pourront pas venir le jour du scrutin, le 8 décembre, voter à l'urne dans la collectivité. Ils devront du coup forcément voter par correspondance. Donc le 8 novembre 2022 au plus tard, on affiche la liste et dans la foulée, on informe les agents qui sont admis à voter par correspondance. Et ensuite, au plus tard le 28 novembre 2022, donc là on est 10 jours avant la date du scrutin, on transmet le matériel de vote à ces agents-là. Donc ici, effectivement, il y a des règles précises fixées par les textes. Si vous devez mettre en place le vote par correspondance, on doit transmettre tous les bulletins de vote aux agents et on doit leur transmettre 2 enveloppes. Une enveloppe intérieure dans laquelle ils mettront leur bulletin de vote et une enveloppe extérieure. L'enveloppe extérieure, elle permet d'acheminer ce vote par correspondance du domicile de l'agent, on va dire, jusque dans la collectivité. Et l'enveloppe intérieure, elle est prise pour être placée en... Ça, c'est des éléments qu'on évoque de façon détaillée dans la formation, mais l'enveloppe intérieure, finalement, on l'a... au moment du dépouillement, on la met dans l'enveloppe avec les votes qui ont été émis à l'urne en présentiel et après on dépouille tous les bulletins. Donc ça, c'est des éléments qu'on précise vraiment au moment de la formation pour expliquer comment ça se passe concrètement le vote par correspondance et le dépouillement, etc., etc. Mais ici, ce qu'il faut retenir, ce qu'on voulait vous exposer aujourd'hui en tout cas, c'est qu'au plus tard le 28 novembre, si vous avez mis en place le vote par correspondance, il faut penser à transmettre aux agents tout le matériel de vote. Voilà, et puis je pense, voilà, on en a terminé là. Donc du coup, là, voilà, le 28 novembre, c'est la dernière date à respecter avant celle du 8 décembre, qui est la date fatidique des élections professionnelles. Voilà. Et bien évidemment, lors de la formation, on est à vous exposer le mode de déroulement, l'ensemble des opérations à opérer. Et eu égard au timing actuel, voilà, c'était les éléments sur lesquels il me paraissait essentiel de vous alerter pour faire un petit point d'étape là-dessus. Et nous sommes bien évidemment à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Merci beaucoup à tous les deux pour cet exposé très clair. On a beaucoup de questions, effectivement, mais on ne va peut-être pas toutes pouvoir les traiter ici. Et puis, encore une fois, inscrivez-vous à la formation du 5 septembre pour avoir tous les détails dont vous avez besoin. Alors, on va commencer par une première question. Vous avez parlé en début d'intervention sur le seuil des 50 agents pour la création d'un CST. Et la question est, est-ce que dans les 50 agents, on ne compte que les titulaires et les stagiaires, ou est-ce qu'on doit également compter les contractuels de droit public dans les 50? Alors, effectivement, il faut bien distinguer CST, CAP, CCP. CAP, c'est les fonctionnaires, pour synthétiser, CCP, c'est les contractuels, et CST, c'est tous les agents de la collectivité, mais tous les agents qui remplissent certaines conditions. Donc, évidemment, les fonctionnaires et les stagiaires rentrent dans l'effectif des agents qui sont pris en compte pour les effectifs du CST, mais les contractuels aussi sous réserve de respecter certaines conditions. Notamment, c'est le détail, il faudrait qu'on prenne le temps, mais c'est normalement les agents qui sont sur des contrats d'au moins soit en CDI, donc tous les agents qui sont recrutés en CDI rentrent dans l'effectif du CST, il n'y a pas de souci. Et les agents qui sont en CDD, c'est soit des CDD, CDD d'au moins 6 mois. Et du coup, le texte nous dit qu'il faut avoir au moins, sur ces 6 mois de CDD, au moins 2 mois à la date des élections. Je ne dis pas d'erreur. Donc ça voudrait dire que les agents... alors le problème, c'est qu'on se place au 1er janvier, mais du coup, c'est les conditions comme ça pour tenir compte des effectifs, c'est être en CDI ou être en CDD d'au moins 6 mois. D'accord. Voilà. Mais le CST, effectivement, le CST, il a vocation à intervenir aussi bien pour les fonctionnaires que les contractuels, et bien évidemment, du coup, les contractuels, sous réserve de respecter effectivement ces conditions qu'il faudra approfondir, on n'a pas forcément le temps, mais sont pris en compte aussi dans l'effectif pour déterminer si oui ou non on doit créer son CST. Tout à fait. Alors ensuite, vous avez parlé de la fameuse délibération qui devait être prise avant le 8 juin, en théorie. Si ça n'a pas été le cas, quelles sont les conséquences ?
Alors, sur ce point-là, moi j'avais cherché un petit peu, effectivement, quand je fais la formation, il n'y a pas trop de jurisprudence. Après, ce qu'il faut toujours se remettre en tête, c'est que là, on est sur des élections. Donc, sur le contentieux électoral, le juge, il fonctionne toujours de la même façon. Quand on veut contester la régularité d'une élection, le juge il va apprécier deux aspects. D'une part, effectivement, il va voir s'il y a une irrégularité qui a été commise. Donc là, le texte nous dit que 6 mois au moins avant la date des élections, on doit délibérer. Donc, si cette délibération n'intervient pas dans ce délai-là, effectivement, il y a une irrégularité qui est commise. Hein. Si je délibère en juillet ou en août, je ne suis pas dans les délais prescrits par les textes. Il n'y a pas de discussion à avoir. Après, par contre, le juge, il ne se contente pas de constater une irrégularité pour annuler des élections. Il va vérifier si l'irrégularité qui a été commise a pu avoir des incidences sur les résultats de cette élection-là. Donc, sous réserve quand même de jurisprudence qui pourrait être plus stricte, ici, il faut voir si je ne délibère pas dans les 6 mois, mais que je délibère dans un délai qui est suffisamment quand même éloigné des élections et surtout aussi de la date de dépôt des listes de candidats pour permettre aux organisations d'être informées, de présenter leurs listes dans des conditions qui sont suffisamment qui leur permettent effectivement de savoir suffisamment à l'avance quel nombre de candidats ils vont devoir inscrire sur la liste et qui permettent d'échanger avec les agents qui pourraient éventuellement se porter candidats. Voilà, c'est toute cette analyse-là que le juge ferait à mon sens. Donc effectivement, si on n'a pas délibéré avant le 8 juin, je ne dirais pas qu'on n'est pas dans les clous au sens du texte. Mais si on envisage ça sous l'angle du risque d'annulation des élections, si on n'est pas le 8 juin, mais qu'on est quand même sur une période qui nous permet de donner toutes les infos qu'on doit donner aux OS dans un délai qui est raisonnable, on va dire, avant la date limite de dépôt des listes de candidats, je ne pense pas qu'il y ait un risque très important d'annulation des élections. Mais bon, il faut quand même être assez diligent et pas trop, à mon sens, pas trop tarder pour délibérer sur ces sujets-là et ensuite pour informer les OS des décisions qu'on a prises dans cette délibération. Non, donc, si vous ne l'avez pas fait, faites-le très rapidement dans ce cas. Alors, on a ensuite parlé des conditions de recevabilité, on va dire, des listes électorales. Au niveau du dépôt des listes de candidats, est-ce que cette liste doit obligatoirement être affiliée à une organisation syndicale ? Alors, sur la recevabilité des listes de candidats, on a deux hypothèses. Je vous ai dit tout à l'heure que les règles générales, effectivement, qu'on applique tout le temps, c'est que les OS qui peuvent présenter des listes, donc qui sont recevables à présenter des listes, c'est celles qui sont créées depuis au moins 2 ans, à la date à laquelle elles déposent cette liste, et qui en plus respectent les valeurs d'indépendance, les valeurs républicaines, etc. Donc ça, c'est la règle. Donc soit je suis une OS qui remplit ces conditions-là, je peux déposer ma liste de candidats en mon nom, il n'y a pas de souci. Par contre, je suis une OS qui a été créée depuis moins de 2 ans. Je peux quand même déposer une liste de candidats à une seule condition, c'est qu'en fait, je me prévale de l'affiliation à une union de syndicats qui respecte cette condition de 2 ans. Donc, soit moi-même, je suis créé depuis plus de 2 ans et je peux présenter ma liste sans me prévaloir d'aucune affiliation à personne. Si je n'ai pas été créé depuis 2 ans, là, je pourrais quand même éventuellement présenter une liste si je suis en mesure de me prévaloir de mon affiliation à une union de syndicats qui remplit ces conditions d'ancienneté. Et puis, je peux aussi, si je le souhaite, me prévaloir de l'affiliation à une union de syndicats, même si je respecte, moi, le délai de 2 ans. Hein, c'est pas interdit. Mais effectivement, soit je me présente moi-même, soit je me présente en me disant je me prévaux de mon affiliation à une union de syndicats. Et alors, si… Oui. Pardon, allez-y, Maître Ray. Non. Voilà. Ah oui, excusez-moi. Je pense qu'à peu près, oui. Et du coup, on a plusieurs questions autour du fait, s'il n'y a pas de syndicat, ni de syndiqués, là, c'est notamment une commune de moins de 50 salariés qui nous pose la question, ça veut dire qu'on ne donne rien à personne et qu'on n'est pas obligé de rentrer dans toute cette logique de délai, d'envoi de documents, etc. Alors, effectivement, si on n'a pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, les syndicats qu'on doit informer, notamment par exemple pour le CST, une fois qu'on a délibéré, les syndicats qu'on doit informer des décisions qu'on a prises dans cette délib et puis de la part respective d'hommes et de femmes qui sont représentés, c'est ceux qui sont en fait présentés à la collectivité en transmettant leur statut, la liste des responsables. Donc c'est vrai que si vous n'avez aucun syndicat qui s'est présenté en ce sens, vous n'avez aucun syndicat à qui vous êtes tenu de donner ces informations-là. Donc au stade d'effectivement toute la procédure qu'on a vue tout à l'heure, vous n'avez pas du coup d'obligation de transmettre ces informations-là. Après, ça ne veut pas dire pour autant qu'avant le 27 octobre, vous n'aurez pas des OS qui vont se manifester et qui vont déposer des listes de candidats.
C'est pas parce qu'elles ne sont pas manifestées auprès de vous auparavant et que du coup, au mois de juin, vous n'aviez pas l'obligation de leur transmettre des infos, qu'il n'y en a pas après coup qui vont arriver et qui vont déposer des listes de candidats. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, moi, la question m'a été posée lors des formations. Qu'est-ce qui se passe si finalement, il y a des collectivités, effectivement des petites collectivités qui craignent même d'avoir aucune liste de candidats aux élections, qui n'ont aucun syndicat qui les a contactés et puis voilà, qui disent, ou alors qui ont des syndicats aujourd'hui qui sont représentés, qui leur ont d'ores et déjà indiqué qu'ils ne se représenteraient pas parce que voilà, ils n'ont pas envie de représenter de présenter de nouvelles listes. Dans ce cadre-là, si on n'a aucune liste de candidats qui se présentent aux différentes élections, on a un mécanisme de tirage au sort qui est mis en place. D'accord. Donc, voilà, les textes le prévoient pour les différentes instances, notamment pour le CST. Si on n'a eu aucune liste de candidats, au final, in fine, c'est un tirage au sort qui va désigner parmi tous les agents qui remplissent les conditions pour être électeurs et qui sont éligibles, ceux parmi ces agents-là qui seront tirés au sort et qui seront du coup représentants du personnel aux instances. Alors, on a une personne qui nous demande si pour vérifier l'éligibilité d'un candidat, est-ce que la collectivité est en mesure de lui demander une copie de sa carte nationale d'identité? Bonne question. Alors ça, si je réfléchis en même temps aux conditions d'éligibilité, honnêtement, comme ça, là, ce point-là, faudrait qu'on vérifie parce que. D'accord. Bon, sinon, d'ici 5 septembre, vous regardez et puis la personne viendra se former avec vous. Exactement. Après, là-dessus, il y a toujours la logique sur le volontariat. On est toujours en capacité de demander à la personne de volontairement présenter sa carte d'identité. Après, c'est la difficulté, c'est si jamais la personne refuse. Si jamais la personne refuse de présenter cet élément-là, c'est la question de la contrainte. Est-ce qu'on peut la contraindre? La réponse là-dessus est manifestement non. Mais sur la logique du volontariat, on peut toujours demander à la personne pour justifier et qu'on puisse vérifier ce volet-là, de le présenter volontairement. Après que la personne accepte ou refuse, là, c'est libre arbitre de la personne. On ne pourrait jamais la contraindre dans ce cadre-là. Voilà. Tout à fait. Premier élément de réponse qu'on précisera si la personne s'inscrit le 5 septembre prochain. Alors, est-ce qu'on peut choisir, donc il y a une deadline au 19 octobre d'afficher la note. Et il y a une personne qui nous demande si on peut choisir plutôt d'afficher la liste électorale vs la note. Et si cette note ou cette liste, du coup, peut être uniquement accessible sur le portail interne, donc l'intranet finalement, de l'établissement. En l'état, les textes prévoient bien, de mémoire, un affichage dans les locaux de l'administration de la note. Donc, après, voilà, encore une fois, c'est la même réponse que je vous ai faite tout à l'heure. Ici, s'il y avait un contentieux, parce que du coup, il faut toujours se baser dans l'hypothèse où il y a un contentieux, si on ne respecte pas la règle, qu'est-ce qui se passe? Si l'intranet, c'est le mode de communication habituel avec les agents, et qu'on sait en plus, par exemple, que cette communication-là, elle permet de donner l'information de façon plus efficace aux agents qu'en affichant dans les locaux de l'administration, je ne suis pas persuadée que derrière, on ait une annulation pour ce motif-là. C'est toujours un peu le même raisonnement. Mais bon, aujourd'hui, moi, ce que je préconise quand même, c'est de respecter le texte. Et le texte, il prévoit bien que la note doit être affichée dans les locaux. Donc après, faire les deux, c'est peut-être encore mieux parce que ça permet une information une meilleure information à tous les agents de la collectivité, notamment à ceux qui travaillent d'ailleurs pas dans les locaux de l'administration. Mais bon, je pense qu'il faut pas trop se passer quand même pour l'instant d'un affichage dans les locaux. Et puis ensuite, la question, c'était aussi est-ce qu'on peut afficher directement la liste et pas la note? Voilà, encore, je pense pas que ça puisse avoir une incidence sur la de l'élection. Après, voilà, le texte, je pense qu'il a plutôt fait ça en ce sens pour simplifier les choses. Par exemple, dans les grosses collectivités où du coup ça impliquerait un affichage très important, c'est de dire bon bah on affiche juste une note qui dit aux agents qui peuvent venir consulter la liste, c'est moins contraignant. Je pense que c'était plus dans ce sens-là. Donc effectivement, afficher la liste dans son intégralité plutôt qu'une note, ça va pas vicier la procédure. Mais voilà. Et élément important, c'est bien de garder la preuve de l'affichage opéré. Oui, toujours en se pensant potentiellement, jamais un jour on a une contestation en la matière, bien garder les justificatifs et les éléments de preuve pour pouvoir, derrière, en tout cas lorsqu'on intervient, avoir des éléments pour venir étayer et préciser les choses en cas de contestation devant le juge en cas de contentieux éventuel. Alors sur la parité, j'ai une question que je trouve rigolote. Nous avons une collectivité qui a pris une délibération avec une répartition équilibrée femmes-hommes, c'est ce qu'elle mentionnait, mais avec 4 hommes et 6 femmes.
Alors, est-ce que la délibération est malgré tout correcte? Alors du coup, je vois pas bien dans quelle hypothèse il y a une délibération en ce sens-là. Alors parce que pour tout vous dire, la délibération, par exemple pour le CST, elle doit juste fixer le nombre de représentants du personnel. On ne fixe pas le Oui. nombre de femmes qui vont devoir être élues. On dit juste, par exemple, dans mon CST, il y aura 4 représentants titulaires du personnel. Et par contre, après, on informe les syndicats de la part respective d'hommes et de femmes qu'on a au sein de la collectivité, et en tout cas parmi les agents qui sont représentés par l'instance en question. Donc, par exemple, si je dis à mes OS, et la conséquence, en fait, c'est sur la présentation des listes de candidats. C'est pour ça que je ne vois pas bien dans la délib comment on peut dire dans mon instance, il devra avoir 4 hommes et 6 femmes, par exemple. Alors, parce que oui. c'est une collectivité qui a son propre CST au 1er janvier 2023 et des effectifs au 1er janvier 2022 qui se répartissent 65% femmes et 34% hommes. 35%. Ok. En fait, cette parité, elle est un peu pour moi, enfin cette règle, elle est un peu mise en place, mais au final, les conséquences, j'ai du mal un peu à les percevoir parce qu'en fait, le texte, son objectif, c'est de dire quand je donne toutes mes infos au syndicat, je dois leur dire quelle est la part respective d'hommes et de femmes représentées au sein de mes différentes instances. Et la conséquence, c'est qu'en fait, pour que ma liste soit régulière, le syndicat, dans la présentation de sa liste, il doit respecter cette proportion. Donc, par exemple, si j'ai 60% d'hommes et 40% de femmes, ou inversement, on va dire 60% de femmes, 40% d'hommes dans la collectivité, il doit, s'il y a 10 noms sur sa liste, c'est un exemple, il doit normalement présenter 6 femmes et 4 hommes. C'est ça, donc ça doit refléter. Voilà, cette règle, finalement, elle s'impose que aux syndicats au moment de l'établissement de leur liste. Et à mon sens, du coup, assez logiquement, elle ne s'impose pas finalement dans la composition finale de l'instance. Parce que c'est le syndicat, quand il établit sa liste, qui doit respecter cette parité. Ensuite, il obtient des sièges, donc c'est les premiers noms sur la liste qui sont élus, qui sont désignés. Et on compile ça par rapport aux différentes listes. Selon l'ordre qui a été mis en place par les différentes listes et selon le nombre de listes qui ont été déposées et le nombre de sièges qu'on attribue à chacun, mathématiquement, on n'est pas sûr qu'à la fin, on ait cette représentation proportionnée au sein de l'instance. L'obligation, vous voyez, elle s'impose aux syndicats qui présentent des listes. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas que dans la délibération, on puisse imposer que j'ai une composition de mon CST, par exemple, qui, au final, soit fait avec, comme vous l'avez dit, par exemple, 6 femmes et 4 hommes. Je ne pense pas que ça puisse être imposé par délibération. Déjà, ce n'est pas prévu. Et puis, en plus, vu comment est prévu le mécanisme, je ne suis pas persuadée qu'au final, on parvienne à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. C'est dans le dépôt des listes qu'on a cette représentation équilibrée qui doit être respectée. Et du coup, j'ai n'importe quoi, si on avait 10 listes qui étaient présentées, que ces 10 listes obtenaient une voix, à chaque fois, c'est le premier nom de la liste qui est désigné. Au final, je ne suis pas sûre que, du coup, j'ai 6 femmes et 4 hommes, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Et puis, on est sur une parité globale, hein. On n'est pas sur une parité dite shabadabada, où on impose sur la liste de présenter successivement un homme, une femme, un homme, une femme, par exemple, comme sur les listes bien sûr. au conseil communautaire. Aujourd'hui, donc, on est sur une parité globale et donc, voilà, on commence à aller dans ce sens-là, mais on n'a pas de volet très contraignant là-dessus. Et puis, je vais prendre 2 dernières questions pour conclure. Vous avez parlé effectivement du vote par correspondance. Est-ce qu'une commune peut refuser le vote par correspondance, même si c'est dans les délais impartis que la demande a été faite? Oui. En fait, c'est pas forcément déjà les agents qui proposent, hein. C'est vraiment la collectivité qui décide d'admettre les agents à voter par correspondance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je vous parle un petit peu les explications qu'on peut apporter en plus. Mais la règle, en tout cas, on parle des collectivités, là, je ne vous parle pas du centre de gestion. La règle, c'est que l'administration, de sa propre initiative et de sa propre volonté, peut décider d'admettre certains agents à voter par correspondance. C'est que certains agents qui remplissent certaines conditions, ce n'est pas tous les agents de la collectivité. Du coup, voilà, c'est vraiment elle qui décide ou non d'admettre les agents à voter par correspondance. Donc, il n'y a pas de... À mon sens, les agents ne peuvent pas exiger quoi que ce soit à ce titre-là. Et puis en parallèle, on n'en a pas parlé, on en parle aussi dans la formation, si ça intéresse certaines collectivités. Il y a la question aussi du vote électronique, désormais. Alors, justement, j'allais conclure là-dessus parce qu'on a beaucoup de questions autour de ça, et notamment des questions sur est-ce que ça décale le planning que vous nous avez énoncé s'il y a vote électronique? Alors non, le planning que là je viens d'exposer, il n'est pas décalé. Le vote électronique,
pour pas vous dire d'erreur, c'est en fait le planning que j'ai présenté, il n'y a pas d'incidence de mettre en place le vote électronique sur ce planning-là. On respecte les mêmes règles. Après, effectivement, le vote électronique, donc le vote à l'urne, c'est le 8 décembre sur les horaires d'ouverture, voilà, sur au moins 6 heures de plage horaire, il me semble. Le vote électronique, c'est au moins 24 heures. Donc, ça veut dire que les agents ont au moins 24 heures pour se connecter et faire leur vote. Et forcément, le vote électronique, il doit se terminer au plus tard le 8 décembre. Mais il peut se dérouler sur plusieurs jours avant le 8 décembre. Mais termine au plus tard le 8 décembre, parce que le 8 décembre au soir, il faut avoir dépouillé tous les bulletins et il faut proclamer les résultats. Mais par contre, dans tout tas de cause, ça ne décale pas le planning qu'on a présenté ce matin. D'accord. Et le planning, c'est 24 heures maximum ou ça peut être un délai plus important? Le vote électronique, c'est 24 heures minimum. Il faut que pendant 24 heures minimum, le vote électronique soit accessible et c'est, je crois, jusqu'à 8 jours maximum. D'accord, c'est ça, il y a une semaine. Je crois que d'ailleurs, pour la fonction publique de l'État, c'est 7-8 jours. Le vote électronique, il est ouvert pendant 7-8 jours. Ça se joue dans ces délais-là, il me semble. Très bien. Mais là-dessus, voilà, le jour de la formation, on a des diapositives et des présentations très détaillées là-dessus pour vous accompagner sur la mise en place de ce vote électronique qui peut constituer une réelle, un élément facilitateur, mais attention, on a quand même un certain nombre de précautions à prendre pour rester dans les clous et faire les choses de manière assez prudente, mais on vous éclaire sur l'ensemble de ces sujets-là. Et puis également, on expose comment parce que le vote électronique, ça peut être le seul mode de vote mis en place, ça c'est la collectivité qui peut le décider, mais ça peut être aussi un mode de vote complémentaire. On peut faire du vote électronique, du vote par correspondance, du vote à l'urne, et du coup, on expose dans la formation comment ça se passe quand j'ai 2-3 modes de scrutin comme je propose, comment je gère les choses, etc., notamment au moment du dépouillement des bulletins. Voilà. Parce qu'on a un gros volet sur le processus vote électoral et puis bien évidemment pour anticiper les contentieux ou les difficultés, mais on est bien évidemment à la disposition pour accompagner, en tout cas on accompagne nos clients sur ces différents sujets et ces différentes problématiques. Très bien, mais écoutez, il va me rester à vous remercier, Maître Riffard et Maître Ray, d'avoir déroulé ce webinaire avec nous et puis d'avoir répondu à certaines des questions posées. Encore une fois, n'hésitez pas sur le site Formation La Gazette des Communes à vous inscrire à cette session du 5 septembre afin d'être armé pour affronter la période électorale qui s'ouvre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon appétit et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire La Gazette des Communes. Merci encore, Maître Ray, Maître Riffard. Merci bien, au revoir, bonne journée, au revoir. Bonne journée.